Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion, je vous retrouve pour un nouvel épisode de la série Questions photo et nous allons parler aujourd'hui de la différence entre un boîtier réflexe et un boîtier hybride. Je vous donne quelques conseils pour faire le bon choix. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne les plus courantes et j'y réponds au travers d'une vidéo de cette série. Nous sommes dans la saison 2 actuellement. Et vous pouvez d'ores et déjà consulter, visionner toutes les vidéos qui ont été postées précédemment. Alors, le sujet du jour, c'est hybride contre réflexe. Alors, pourquoi j'ai choisi de traiter ce sujet-là? Eh bien, tout simplement parce que vous avez été nombreux ces derniers mois à m'envoyer la question en me disant, voilà, je dois changer de matériel, j'ai déjà un réflexe, est-ce que je change par un autre réflexe? Est-ce que je complète mon équipement réflexe existant par un modèle hybride? Est-ce que je revends tout pour être plus léger et puis ne prendre qu'un hybride? Je suis un petit peu perdu, donc qu'est-ce que tu me conseilles? Alors j'ai réfléchi un peu à ça, j'ai essayé de trouver quelques points différenciateurs entre ces deux systèmes photographiques que sont les hybrides et les réflexes, puisqu'il s'agit bien de deux systèmes différents. L'hybride n'a pas de visée réflexe en fait, hein, pour reprendre de façon très rapide la différence majeure entre les deux systèmes. Par contre, je parle bien d'hybrides à objectif interchangeable et non pas les petits hybrides qui ressemblent un peu à des compacts de luxe. Donc on va parler plutôt des modèles qui se rapprochent des réflexes. Alors, tout d'abord, pour vous donner quelques éléments de comparaison, j'ai pris ici avec moi un réflexe. Donc ça, c'est un réflexe assez polyvalent, plein format, Nikon D750, avec un objectif qui est quasiment standard pour un plein format, puisque c'est le 24-70 à ouverture 2.8. Alors, vous voyez que j'ai un ensemble qui est plutôt performant dans la gamme Nikon, et j'ai pris l'équivalent ici, qui est un réflexe, qui est un hybride, vous voyez, je m'y perds moi-même, qui est un hybride avec un capteur APS-C, c'est un hybride Fuji, avec une optique qui est un 18-55, donc sensiblement l'équivalent du 24-70 que j'ai à côté. Celui-ci, il ouvre à 2.8, alors il n'est pas constant, c'est un 2.8.4, il y a un modèle 1655 de mémoire dans la gamme qui est un 2.8 constant. Le premier point différenciateur entre l'hybride et le réflexe, c'est donc la taille, l'encombrement, le poids du matériel. Vous voyez que là, pour deux systèmes équivalents en termes d'objectifs, sachant que le 18-55 et son ratio x1,5 ici me donne le 24-70 du plein format, j'ai deux ensembles qui sont vraiment totalement différents en taille. Alors je vais essayer de vous les mettre comme ça, vous voyez la comparaison en hauteur d'objectif. Voilà, le diamètre par l'avant, de dessus, hop, voilà, ça donne à peu près ça, et le poids, je vous laisse deviner, c'est pas tout à fait la même chose avec celui-ci. Donc ça, c'est vraiment le premier différenciateur. Si vous cherchez à voyager léger, que vous voulez un boîtier pas trop encombrant, plutôt discret, eh bien, c'est vrai que l'hybride a cet avantage aujourd'hui de proposer, selon les fabricants, de proposer des gammes de boîtiers qui sont très compacts, très légers, qui se glissent presque dans une poche. Certains photographes me disent, d'ailleurs, moi j'ai un hybride que je mets sous la veste et puis il reste souvent avec moi comme ça, c'est plus difficile à faire avec un réflexe. Alors ensuite, deuxième critère, c'est le tarif. Alors le tarif, dans les gammes réflexes, je vous ai parlé des deux gammes réflexes des XFX dans les épisodes précédents, on a tous les prix. Donc aujourd'hui, on peut trouver un réflexe entrée de gamme chez Nikon par exemple, si on pense au 3300 ou au D5500, on a des réflexes qui sont plutôt performants avec des bons capteurs, une grande réactivité, d'autofocus en particulier, et avec des images très qualitatives pour un peu qu'on prenne bien son boîtier en main. Ce sont des modèles qui, en termes de prix, sont positionnés dans des gammes de prix inférieures par rapport aux hybrides Expert Pro comme celui-ci par exemple. Si vous voulez prendre un hybride qui vous rappelle les performances, la qualité d'image que vous avez avec votre réflexe, même si ce n'est pas un réflexe pro, eh bien choisissez plutôt un hybride expert ou pro. Alors je vous recommande ceux qui ont les capteurs APS-C et plein format, parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus dans l'esprit du réflexe que vous avez connu. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hybrides
à capteur micro 4 tiers sont mauvais. Ça ne veut pas dire que les petits capteurs, comme on trouve dans les Nikon One par exemple, la gamme hybride Nikon, sont mauvais, mais plus vous allez aller vers l'APS-C et le luxe en hybride, c'est le plein format, et bien plus vous allez vous rapprocher des performances des réflexes que vous connaissez d'ores et déjà. Donc c'est vrai que c'est sympa de retrouver à peu près la même chose entre les deux. Alors du coup, la question se pose presque de dire, est-ce que pour compléter un boîtier réflexe un peu plus gros, j'ai pas intérêt à prendre plutôt un boîtier réflexe entrée de gamme pour les voyages par exemple. Et puis il y a aussi le fait qu'on retrouve ces repères entre un petit Nikon et un plus gros Nikon, on est quand même dans la même famille, donc on retrouve facilement les usages, c'est un peu les mêmes menus, les mêmes boutons. Ou bien est-ce que vous prenez un hybride, mais dans ce cas-là, pensez quand même à un hybride un peu expert pro. Une fois de plus, je vous recommande plutôt les capteurs APS-C pour retomber sur les performances que vous avez en réflexe. Et là se pose la question du prix, c'est que forcément vous allez remonter dans une gamme de prix qui est supérieure en hybride que ce que vous pouvez trouver en réflexe entrée de gamme. Sachez également que l'hybride, c'est une monture d'objectif différente de celle du réflexe. Quelle que soit la marque de réflexe que vous avez et la marque d'hybride que vous allez vous procurer, les objectifs ne sont pas les mêmes. Ça impose déjà de choisir un bon objectif en kit. Alors ici, je citais le 18-55 Fujinon qui ouvre de 2.8 à 4, qui est une super optique pour le tarif, sincèrement, en kit. C'est un peu l'affaire du moment chez ce fabricant-là. Tous ne sont pas pareils. Vous pouvez avoir envie de vous procurer une focale fixe à grande ouverture, parce que c'est quand même assez sympa, même sur un hybride. Un capteur APS-C, ça permet déjà de jouer un petit peu avec le flou d'arrière-plan. Donc là, il va falloir racheter une gamme optique. Les gammes optiques, si je pense à ces gammes-là, c'est encore quelques centaines d'euros, pour ne pas dire qu'on frise le millier d'euros pour certaines. Tous les objectifs que vous avez pour votre réflexe, Nikon en particulier, vous les laissez dans le sac et vous constituez un second parc optique à côté. Alors si vous avez tout revendu, ça peut être une alternative, mais si vous voulez compléter l'équipement réflexe par un équipement hybride, sachez qu'il va falloir remettre la main au portefeuille pour vous procurer de nouveaux objectifs. Donc ça rentre en compte dans l'équation budgétaire finale quand même. Il y a certains modèles d'hybrides qui peuvent être équipés d'optiques pour réflexe. Alors là, il n'y en a pas 50, mais il y a en particulier la gamme Nikon One chez Nikon qui dispose d'une bague d'adaptation pour monter des optiques réflexes sur les petits Nikon One. C'est une solution qui vous permet de réutiliser vos optiques. Sachez quand même qu'il y a un facteur, un ratio de conversion de focale entre les optiques réflexes et les optiques Nikon One qui n'est pas vraiment en faveur de ce capteur-là et qui va transformer un 50 mm en un téléobjectif pour votre hybride. Donc ça va vous obliger à avoir des grands angles en réflexe pour avoir des objectifs standards en hybride, et c'est aussi un critère à prendre en compte. De plus, l'autre inconvénient, c'est que vous allez vous retrouver avec des grosses optiques de réflexe montées sur un tout petit boîtier hybride. Ça perd un petit peu de son charme en matière de compacité et de légèreté. Autre différenciateur important entre l'hybride et le réflexe, c'est le viseur. Si vous êtes habitué à la visée réflexe, comme on peut avoir ici, ou bien l'œilleton rond sur certains Nikon, donc une visée 100% qui est plutôt agréable. Si vous portez des lunettes, on voit quand même relativement clair, on a des réglages de dioptrie faciles sur les viseurs. Et bien le viseur réflexe, on sait tous que c'est quand même un confort assez indéniable au quotidien. Sur l'hybride, on a la plupart du temps une visée par l'écran arrière, on n'a pas de viseur. Donc ça, déjà c'est très particulier parce qu'il faut s'y faire. En pleine journée, en plein soleil, c'est pas le plus agréable qu'il y ait. Certains modèles d'hybride, alors c'est le cas de celui-ci, disposent d'un viseur électronique. Là, je dirais que le viseur électronique, il est plutôt bien fait sur cette gamme-là et qu'il est assez confortable, mais c'est pas une visée optique. Donc si vous êtes vraiment fan de la visée optique, eh bien sachez que là, c'est pas le cas. Il y a certains hybrides qui ont une visée optique ou une visée hybride aussi, pour le coup, elle est à la fois optique ou électronique selon le réglage que l'on fait. Mais c'est un critère à prendre en compte, c'est pas du tout le même style de visée que l'on a avec le réflexe. Néanmoins, une fois de plus, si vous vous orientez vers un réflexe Expert Pro, vous aurez une visée suffisamment confortable qui va vous rappeler très vite la visée que vous pouvez avoir sur votre réflexe. Mais choisissez bien un modèle qui a un viseur plutôt que ceux sur lesquels il faut viser sur l'écran arrière, c'est relativement moins agréable.
Autre différenciateur, une fois de plus, entre les réflexes et les hybrides, c'est la réactivité générale globale du boîtier. Alors, on sait tous qu'un boîtier réflexe, ça réagit très vite. Vous le démarrez, il est tout de suite en action. Vous appuyez sur le déclencheur ici, la mise au point se fait très vite. Les AF Nikon en particulier sont excessivement rapides. Vous déclenchez, ça se passe en une fraction de seconde. Avec l'hybride, il faut être un peu prudent parce que selon les modèles, vous avez des modèles qui fonctionnent à peu près aussi vite que les réflexes et d'autres qui sont un peu moins réactifs en autofocus. Ça veut dire que pour toutes les scènes d'action, chaque fois qu'il y a du mouvement, eh bien, le boîtier va prendre quelques millièmes, centièmes de seconde pour assurer la mise au point. Ça peut être une photo ratée. Donc c'est à prendre en compte. Je sais quand je fonctionne avec l'hybride, par exemple, je ne fais pas le même style de photo qu'avec le réflexe. Je vais faire des photos qui sont un peu moins des photos d'action parce que je sais que l'autofocus est un petit peu plus lent que le réflexe. De la même façon, le module autofocus Nikon en particulier est excellent en termes de détection de mouvement du sujet, droite-gauche, avant-arrière et détection 3D avec tous les collimateurs. Sur l'hybride, c'est moins le cas. On a aujourd'hui des modèles qui sont de mieux en mieux, mais on n'a pas encore atteint, pour la plupart, les performances des modules autofocus réflexe. Alors, je sais que certains vont dire, mais si, il y a des hybrides aujourd'hui qui vont aussi bien que les réflexes, c'est vrai, mais on est bien dans des modèles pro, avec des usages bien particuliers, un tarif associé, donc voilà, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours mettre en face de votre choix le budget qui va avec pour faire correspondre cette enveloppe financière à votre besoin. Enfin, sachez que les formats de fichiers RAW en particulier, pour le JPEG on s'en moque, mais pour le RAW, eh bien, vous n'aurez pas les mêmes formats de fichiers RAW entre un réflexe, Nikon ou Canon ou ce que l'on veut, et l'hybride, chaque constructeur ayant son type de fichier. Si je prends mon réflexe Nikon, j'ai un fichier NEF qui est le format RAW Nikon. Si je prends cet hybride-là, j'ai un format RAW qui est le format RAW de Fuji. Alors, c'est pas très grave, hein, tous les logiciels comme Lightroom en particulier sont capables de traiter les deux formats de fichiers, mais ça veut quand même dire que si vous avez utilisé jusqu'ici un logiciel de traitement des RAW qui est monomarque, alors chez Nikon c'est Capture NX2 qu'on a un petit peu abandonné maintenant ou qu'on est en train d'abandonner, ou bien NXD qui est la nouvelle version, eh bien NXD va traiter les nefs des boîtiers réflexes Nikon, mais il ne va pas traiter les RAW des boîtiers hybrides concurrents, ni même des réflexes concurrents d'ailleurs. Donc ça va vous obliger à investir dans un nouveau logiciel, ou bien à faire cohabiter deux logiciels de deux constructeurs différents pour traiter toutes vos photos. Donc là, je vous engage aussi à réfléchir à ce point-là. Soit vous avez déjà un logiciel qui vous permet de traiter les différents formats de fichiers comme Lightroom, Photoshop Element, Photoshop tout court, Capture One Pro et d'autres, et bon, bah, voilà, la question, vous avez la réponse tout de suite, ça va marcher pour les deux boîtiers. Soit vous avez un logiciel monomarque, et dans ce cas-là, il faut penser à ça aussi, c'est que ça va vous obliger à vous procurer un autre système. Il peut y avoir, dans les dernières différences, il peut y avoir une histoire de carte mémoire aussi. Si vous avez un réflexe qui utilise des cartes compact flash, on est plutôt dans du SD sur les modèles hybrides. Donc là aussi, bah, peut-être une différence en termes de budget, il faudra réinvestir dans quelques cartes. C'est pas le plus onéreux, quelques cartes SD, mais bon, quand on regarde à quelques dizaines d'euros près, ça peut faire la différence. Voilà donc les différents points, avantages et inconvénients des deux systèmes que l'on peut soulever. Alors, je vous engage, comme toujours, à continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne les principales et puis je vous réponds au travers d'une vidéo comme celle-ci pour alimenter cette rubrique questions photo. Je vous dis à très bientôt sur le site nikonpassion.com et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton d'abonnement de la chaîne YouTube ou sur le bouton j'aime de la page Facebook de manière à retrouver au quotidien toutes les nouvelles vidéos et les infos relatives à la photo et à la prise de vue.